Et nous alors ? Et nous alors ? Eh oui, Et nous alors, c'est un podcast sur des sujets sous-cotés dont on entend peu parler. Des thèmes qui ont leur place dans la lumière et des témoignages de personnes voulant faire entendre leur voix. L'occasion de déconstruire certaines idées reçues et casser quelques tabous. Avis aux curieux, tendez l'oreille. Le surpoids ou l'obésité peuvent être complexes à gérer. Si parfois ça crée des complexes, certains ne se rendent pas forcément compte de leur prise de poids ou n'y accordent pas plus d'attention. Quand la santé s'en mêle, le déclic peut être immédiat. Quelle est la limite entre assumer ses rondeurs et s'accepter et faire attention à sa santé ? Tant de sujets que nous allons aborder avec mon invité du jour. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Mika avec moi. Salut Mika. On vient parler aujourd'hui de surpoids ou même obésité. Est-ce que tu peux me dire, toi, dans ton expérience et ton témoignage que tu racontes aujourd'hui, est-ce que tu as été plutôt en surpoids ou en obésité ? Et si c'est l'un ou l'autre, est-ce qu'il y a une différence finalement entre les deux ? Oui, donc moi je suis monté jusqu'à l'obésité, bien sûr avec certaines années où je passais simplement en surpoids. L'obésité, finalement, c'est un cap où en fait ça peut devenir dramatique, ça devient une maladie, quoi, l'obésité. Mais c'est une maladie qui peut se gérer dans certains cas. Oui, j'avais vu sur Internet qu'en gros, c'est une question d'IMC, les dénominations. C'est ça. Après, il y a un certain poids où l'obésité devient très contraignante et c'est pour ça que ça devient une maladie. Puisque moi, la première fois où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est quand j'ai consulté une ORL parce que je faisais de l'apnée du sommeil. Et au final, elle m'a dit que c'était mon surpoids qui me causait cet effet-là. Donc ça devient après contraignant dans la vie de tous les jours et pas simplement par la mobilité parce que tu peux faire moins de sport ou autre. Ça peut être complexe pour d'autres raisons. Ok. Et tu me disais qu'enfant, tu étais déjà potelé. Oui. Moi aussi, figure-toi, malgré ce qu'on peut imaginer. Comment est-ce que tu en es arrivé justement au surpoids à ce moment-là, à cet âge-là ? Dans l'enfance ? Ouais. Dans l'enfance, je pense que, comme la plupart des familles de ces années-là, c'est un peu des mauvaises habitudes des parents qui... pas qu'elle cuisinait pas, ma mère, mais que dans le train de vie, il fallait aller vite et c'était la consommation des plats cuisinés ou des choses qui vont plus vite. Donc effectivement, quand on a ça au quotidien, après on est une famille nombreuse, donc dans les placards, il y avait toujours plein de choses et effectivement, c'est plus facile à grignoter. Mais c'est pas, là encore, quand j'étais plus jeune... j'ai fait, on va dire, le yo-yo, quoi. Voilà, suivant les activités sportives. Oui, puis t'étais un peu rondouillé, mais peut-être pas encore... Oui, voilà, c'était pas encore... Non, j'étais pas ni en obésité, ni vraiment en surpoids. Ouais. Moi, je me rappelle aussi que quand j'étais plus jeune, pareil, il y avait les goûters tous les 16 heures. Même quand j'allais à l'école, tu pouvais acheter ta brioche, que du sucré, tout le temps. Tu sais. Là, avec le recul, je me dis, oui. ça aide pas. Non, ça aide pas. Et puis, effectivement, moi, au quotidien, ma mère, elle adore cuisiner. Donc, tu vas encore maintenant, n'importe quelle heure, il y a un gâteau dans le four qui attend n'importe qui veut bien passer à la maison. Oui, c'est presque culturel, en fait. Oui. On prend des habitudes et puis c'est addictif. Parce que moi, le jour où j'ai voulu arrêter le sucre, laisse tomber. Ah oui, oh là là, c'était dur. D'ailleurs, j'y suis toujours pas. Donc, tu me disais, enfant, c'était pas encore non plus vraiment du surpoids. C'est à partir de quel âge que tu as senti quand même switcher entre le petit garçon potelé à celui qui commence à avoir vraiment des kilos en trop ? Je pense que dans mon cas, ça a commencé autour de la vingtaine. Quand je me suis mis en ménage pour la première fois avec ma compagne, en fait, au final, tu quittes la maison familiale, tu prépares à manger ce que tu veux et dans les quantités que tu veux. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là, en fait, où on n'avait plus de contrainte de se faire des légumes parce qu'on n'en voulait pas en faire. Et voilà, on a mal mangé parce qu'on se faisait plaisir, en fait. Voilà. Vous faisiez plaisir, peut-être la facilité aussi, un petit peu ? Oui, il y avait de la facilité, mais on aimait les bonnes choses. Donc, clairement, ça pouvait être... pizza et plus des plats burgers dans la même semaine, beaucoup de ces choses-là. Et puis après, c'est les apéros avec les amis. Et les pétanques et les rosés. C'est ça. Et puis comme on était les premiers à recevoir, les amis étaient souvent à la maison. Et puis voilà, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on tombe facilement dans les mauvaises habitudes. Et peu ou pas de sport, du coup, j'imagine aussi. À ce moment-là, en fait, j'ai arrêté le sport quand j'avais 18-19 ans.
Mhm. J'ai beaucoup travaillé et en fait, je suis parti en déplacement pendant quelques années, pendant 3 ans. Donc, en déplacement la semaine et le week-end, quand je revenais, le plaisir à deux, à partager, c'était d'aller au restaurant en fait. Alors que la semaine, je faisais déjà des petits déjeuners au buffet à l'hôtel le matin, c'était le resto le midi et des fast-food le soir parce que dans la chambre d'hôtel, il n'y avait pas de quoi cuisiner. Donc en fait, c'était de très mauvaises habitudes et de la malbouffe, ouais. Carrément. Ok. Et c'est là que que j'ai franchi le cap et que je suis passé obèse. Mais sans vraiment m'en rendre compte. Je m'en suis vraiment rendu compte au moment où, comme je te l'ai dit, où j'ai consulté une ORL pour mes problèmes d'apnée du sommeil. C'est-à-dire qu'avant ça, bon, tu voyais peut-être tes rondeurs, mais ça t'avait pas alerté Non. plus que ça. En fait, je pense que même pour une personne qui ait fait plus de poids, parce que moi je me suis stoppé, je crois, ce que j'ai vu sur la balance c'était 123, Mhm. mais je pense que j'ai pu monter un peu plus, mais même si j'avais fait 160, je pense que moi tu te vois pas vraiment, puis c'est tellement progressif. Là où c'est mauvais, je pense que c'est les amis ou les entourages, quand ils te voient, ils n'osent pas forcément te le dire. Oui, Et j'allais en te le fait, demander justement. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui te l'ont dit ou qui te l'ont fait clairement ressentir? non, jamais. On m'a jamais dit t'es gros, t'es obèse, ou peut-être qu'il y a une certaine gêne de le dire, mais aussi parfois on veut pas blesser. Donc Bien sûr. quand si je mets en avant ça dans une discussion et que je dis bah si je me trouve fort, les gens mais non tu l'es pas. Donc Oui, et on a finalement envie de ça, rassurer la ouais c'est personne, ça. lui donner confiance. Alors je peux le comprendre parce que c'est une certaine forme de bienveillance, mais derrière ça aide pas du tout la personne qui est en surpoids, quoi. Ouais, je comprends. C'est vrai que, en fait, c'est trouver les mots justes et avoir du tact pour le dire, surtout, Oui le c'est plus ça. important. Et Mais plutôt puis que de nier. c'est ça. Et puis, chez certaines personnes, c'était pas mon cas, mais ça peut être du réconfort de mal manger. Ça apporte à ton esprit, à ton corps, une certaine forme de plaisir. Et si tu es une personne qui est pas bien dans sa vie, mais son plaisir, c'est de bien manger, si toi, tu mets le doigt sur ça, c'est encore lui mettre tu vois, une difficulté, on va dire. Donc, il y a des personnes qui n'osent pas du tout en parler à de l'entourage. Il faut essayer, c'est vrai que c'est pas facile à en parler, mais il faut essayer avec un peu de tact, Démocratiser. ouais, démocratiser ça. Ouais. Ouais, carrément. Du coup, tu n'as jamais été dérangé peut-être par le regard des autres ou parce que des fois, on peut s'imaginer que si tu es en Si. surpoids, tu as peut-être certains regards qui se posent sur toi qui peuvent être dérangeants. Moi, je pense que, enfin, moi, je vais parler pour moi et pas essayer de parler pour les autres. Mhm, C'est bien c'est quand sûr. même mieux. Ouais. Mais moi, j'ai toujours été gêné. Dès du moment où quand même je me suis senti en surpoids, Mhm. même quand je n'étais pas, quand j'étais obèse et même avant, le regard des autres m'a toujours un petit peu gêné. Tu vois. Mais pour pallier à ça, si par exemple j'avais une gêne, je sais que dans la soirée j'étais la personne la plus en surpoids, on va dire, ça pouvait m'arriver de venir dans la soirée et de faire une blague sur les gros, en fait. Comme ça, je mets un blanc, mais qui va dans la soirée me retacler, en fait. Donc, Oui, tu vois, t'anticipes et du coup, tu fais la j'anticipe, blague d'abord. je fais la blague sur le gros, je fais la blague sur le truc, et en fait, après, voilà. Après, j'ai toujours été le gars un peu rigolo qui fait les blagues et tout ça. Et quand tu regardes un petit peu, souvent, les personnes un peu fortes, ben, ça devient leur atout, en fait. L'humour, parce que c'est pas qu'on s'en fiche, c'est qu'on se cache un petit peu derrière ça. Ouais, c'est Une un façon- bouclier. Oui, c'est un bouclier, mais notre façon de nous mettre en avant, parfois c'est ça. Parce que on n'est pas vu comme tout le monde. C'est vrai, mais malheureusement, moi, le regard, quand j'ai perdu du poids, le regard des gens a changé. Et avant, j'étais que la personne drôle, et après, j'ai été quelqu'un d'autre, en fait. Et donc, beaucoup de personnes obèses passent par l'humour pour essayer de vivre ça au quotidien plus facilement, peut-être. Ouais, d'amener un peu de légèreté, sans mauvais jeu de mots. Ouais, c'est ça. Voilà. C'était drôle. Oui, moi aussi, je suis hilarante. T'avais quel rapport avec ton corps à cette époque-là, toi, sans parler même du regard des autres, tu le vivais comment ton corps quand il avait justement ces kilos en trop? Je peux même pas te dire. Tu saurais pas? Non, je saurais pas te dire parce que ça n'a ni été. Enfin, je saurais même pas te dire. Oui, mais t'as pas eu vraiment de vrai blocage sur ton image? Non, j'ai pas eu vraiment de blocage. Mais je le voyais, je le constatais que j'étais. Mais entre par exemple 90 et 110 ou 120 kilos, j'ai pas vu la diff. Pour moi, mon corps était. Dès le départ, j'étais trop en surpoids.
Ouais, ok, Tu d'accord. vois, je me suis pas senti passer des paliers. Voilà, à partir de 90, je voyais que j'avais des rondeurs, mais que mon bourrelet il fasse 5 cm, qu'il en fasse 10, c'était le même bourrelet, quoi. Tu Ouais. vois, il était là, il était T'es de présent, trop dans tous les cas. et il est encore là, tu vois. Ah, il est encore là. Eh Ok, oui. on va en parler, on va en parler. Donc tu es monté jusqu'à combien maximum? Tu disais Ouais, je 123, mais pense. t'as arrêté de calculer? Ben c'est ça. Je pense que je suis monté un peu plus, mais ce que moi j'ai vu sur la balance au moment où je me suis pesé chez l'ORL, c'était 123. Ouais. Et comme pour moi, ça a été le moment où je me suis mis un déclic, enfin, j'ai voulu changer, mais ça a été pour moi le moment 1, 2, 3, Le point 123. de Ouais, départ. c'est 1, ça. 2, 3, go. Et Ah, go. c'est marrant. Tu parlais de l'apnée du sommeil. Ouais. Tu as eu d'autres problèmes de santé liés à ça? Et puis même pour l'apnée du sommeil, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement ce qui t'a alerté, ce qui a fait que tu allé voir ton Ouais. spécialiste? Finalement, moi, je m'en suis jamais vraiment rendu compte. Je travaillais beaucoup, donc j'avais de la fatigue, mais que je pensais liée au travail. J'ai pas eu d'autres symptômes liés à l'obésité. Mais par contre, la nuit, je faisais de l'apnée du sommeil. C'est-à-dire que tu t'arrêtes de respirer complètement pendant 10, 15, 20 secondes. Et ça, plusieurs fois par minute. Et du coup, tu pour ronflais très fort. Et alors, l'apnée du sommeil ne te fait pas forcément Ah, ronfler. pas forcément, parce que Non. ma maman, Elle c'était son cas. Ah ouais. Non, c'est pas l'apnée du sommeil qui forcément te fait ronfler, mais souvent D'accord. l'un va avec l'autre. Mm. Mais par contre, du coup, comme tu es jamais dans un cycle complet, puisqu'en fait ton corps il se met en alerte du moment où tu t'arrêtes de respirer un certain temps, ton corps il se met en alerte et tu te réveilles partiellement. Donc tu reviens à reprendre du souffle, mais tu trouves jamais ton sommeil profond. Tu es potentiellement endormi, mais jamais dans un sommeil réparateur ni profond. Donc tu te réveilles, tu es fatigué Ouais. parce que... Ça t'épuise, t'es Voilà. encore épuisé tout le reste de la journée. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai été alerté par ma compagne à l'époque qui me disait, mais la nuit, j'ai l'impression que tu vas crever, quoi. Tu t'arrêtes de respirer pendant 45 secondes. Et effectivement, du coup, l'ORL m'a fait faire des tests. Tu reviens elle te passe un appareil, tu reviens à la maison avec, et ça vient contrôler ton rythme cardiaque, ta respiration, et tout ça. Et en fait, elle s'est aperçue que je faisais énormément d'apnée du sommeil. Elle m'a dit que c'était vraiment au-dessus de la moyenne de certaines personnes obèses. Donc ça pouvait être plus grave après. Mm. Et donc à la suite de ce rendez-vous, elle me dit que finalement, il y a plusieurs façons de pallier ça. C'est soit de perdre du poids, soit de retirer les amygdales. En fait, ça va laisser passer plus d'air, tu vas un peu mieux respirer, donc tu vas certainement moins ronfler, mais tu vas mieux respirer. Mais on n'allait pas m'opérer s'il y avait une solution plus classique. Enfin, plus classique. Moins invasive. Après, pour avoir vu ma mère et son appareil, c'est assez contraignant quand même aussi, non? Oui, c'est assez contraignant, mais moi, si je voulais ne plus avoir cet appareil à long terme, et ne plus faire d'apnée du sommeil, c'était de perdre du poids. Oui. Donc, pour moi, je voulais pas choisir ce que je trouve la facilité, bien sûr, de me faire retirer les amygdales. Donc, elle a été un peu surprise, mais j'ai dit non, je vais pas me faire opérer, et je vais perdre du poids. Je trouve ça dommage dans la société ou dans un docteur qui te pousse pas à d'abord prendre soin de toi, d'aller voir quelqu'un pour suivre un régime alimentaire, ou voilà, de voir où sont les problèmes plutôt que de traiter le problème. C'est bien de le traiter, mais dans mon cas, on pouvait le traiter en s'attaquant à la base du problème en fait. Parce que si je me fais retirer les amygdales et que derrière je continue à mal manger, les problèmes vont arriver ailleurs. Après, ça peut être du cholestérol, ça peut être plein d'autres choses. Donc, autant prendre le problème à la racine. Et tu as eu l'intelligence quand même aussi de te dire, bon voilà... tu me prends pour... Je te prends pas pour... mais des fois, tu sais, le plaisir du burger est plus fort. Tu vois, c'est pas ça la question. C'est dur quand même. Oui, c'est dur. Oui, ça n'a pas été facile. C'est tombé dans un moment où mon ex-compagne, elle aussi souhaitait perdre du poids et elle avait vu une diététicienne. Et en fait, tout s'est goupillé quasiment au même moment. Et j'ai dit, écoute, le régime que tu vas faire, je vais le faire en même temps que toi. Et de faire les mêmes plats, c'est beaucoup plus facile dans une organisation, on va dire, de couple. C'est plus facile pour tout le monde. Tu fais un plat commun. Parce que celui qui fait... Moi, je déconseille de faire des régimes et qu'autour de la table, il y ait des burgers, quoi. Tu vas pas tenir longtemps. Si le reste de la famille ne suit pas, c'est très, très compliqué. Et puis, il y a aussi le fait peut-être de même ne plus acheter tout court certains produits, etc. Oui, et bien donc, sûr. Du coup, il y a moins de tentations. Exactement. Le fait de faire les courses différemment, tu vas pas faire les courses le ventre vide. Déjà, ça, il faut pas le faire. Mais c'est clair. J'ai entendu ça il y a pas longtemps et je me suis dit, mais pourquoi on fait ça ? C'est évident.
Tu fais les courses à 11h30 le matin ou Ouais. tu les fais à 15h, bah, c'est complètement différent. Après, et quand tu as tout le temps faim, au final, tu peux jamais aller les Il ne faire. faut pas aller faire les Non, courses. faut pas aller faire les Je courses. fais des drives. Mais ouais, il y a des habitudes à prendre. Par exemple, tu fais un plat qui va te durer, où tu vas pouvoir faire plusieurs repas avec. Bah, tu laisses pas la casserole ou le plat sur la table. Tu te sers ton assiette et le reste, tu le laisses dans la cuisine. Ou tu fais tes tupperwares de suite et tu l'enlèves, en fait, tu le ranges, comme ça tu vas pas retaper dedans. Déjà à la base, c'est ça. Et puis au début, quand tu sais pas trop les proportions, tu pèses parce que sinon tu t'en sors plus entre les féculents à gogo. Ouais. Ouais. Nous, on était capable de claquer 500 grammes de pâtes non cuites à deux, hein, un repas. Ouais, c'est Ah oui, énorme. ouais, Mais c'est on énorme. s'en rend pas toujours compte, hein. Même moi, quand je revois mes quantités de riz, de pâtes, je me dis, mais parce que maintenant, on a droit à des applications qui viennent Oui. nous aider, Foodvisor, Oui. etc. Et quand tu commences à compter, tu dis, ouh, punaise, Eh oui, oui. je pensais pas déborder autant. Eh oui, oui, on se fait vite déborder. Et Mm. surtout par les produits trop cuisinés, on va dire, déjà tout prêt. C'est pas Ouais. tellement compliqué de se faire des petites choses soi-même sans que ça soit trop Mais c'est clair. préparé. Mais d'ailleurs, merci les réseaux sociaux pour ça, hein, parce Oui. que Ah oui, t'as plein de petites recettes de temps en temps. j'ai liké plein de recettes là, elles sont là Ouais. dans mon feed. Bon, elles attendent chaudement que je me motive, mais je suis sûre que ce sera une super alternative. À la retraite. Voilà, quand je serai à la retraite. Tu as ce truc de je vais changer mon alimentation parce que tu as l'apnée du sommeil, puis en plus ta conjointe qui est suivie par une diététicienne. Donc là, c'est l'aspect alimentaire. Ouais. Et pour vis-à-vis du sport, ou quand tu t'es dit peut-être aussi, l'alimentation, ça suffit pas. C'est pas que ça. En fait, au début, j'ai essayé de faire du sport, mais courir 3 km, clairement, c'était compliqué. J'avais mal aux genoux, j'avais pas le cardio, j'étais essoufflé, c'était vraiment difficile. Et j'ai vite arrêté. J'y suis allé 2 fois, j'ai pas vraiment réussi, et du coup, j'ai vite arrêté. Donc, en fait, j'ai perdu 20 kilos avec la réalimentation et sans faire de sport. Oui, déjà. Voilà, c'est ça. Déjà, 20 kilos en moins, c'est déjà pas mal. Et puis après, je me suis mis à recourir une fois. Et puis j'ai vu que c'était sympa. Et j'avais des amis autour de moi qui couraient. Et j'ai fait 10 ou 15 kilomètres pour la première fois, tout seul en garrigue. Alors j'ai pris bien mon temps. Mais, Oui, mais voilà, pas de j'étais règle. content de le faire. Là où il y a quelques temps en avant, j'y arrivais pas du tout. Les mollets, les cuisses et les genoux, tout allait éclater. Ouais. Alors que là, voilà, petit à petit, tu as une certaine satisfaction d'y arriver à faire quelques petites choses. Et puis après, dans l'entourage, comme je te dis, tout s'est bien goupillé. J'ai mon cousin qui a voulu faire un record, donc auquel il y est arrivé d'ailleurs. Il a rejoint l'île Maurice à la Réunion à la nage. Et en fait, quand tu as quelqu'un dans ton entourage qui réalise ce genre d'exploit, tu te dis, en fait, il est pas surhumain. On a les mêmes. On a au Moi, moins. j'en suis capable. Ouais, c'est ça. Toi, je sais pas, mais Non, moi vraiment. Moi, pas. Mais en tout cas, tu te dis, oui, effectivement, il n'a pas des gènes. Voilà, j'avais une partie des gènes qui étaient les mêmes que les miennes, donc ouais, j'étais capable. Et du coup, voilà, c'est parti un peu de là, de vouloir refaire au début 15 km, puis après 20, puis après 30. Et en fait, à chaque fois, c'était pas de vouloir faire pour faire un temps ou autre, c'était le combat contre moi-même, en fait, de me dire, tu peux faire un peu plus et on va essayer. Tu fais 35 km, la prochaine fois, ça sera 42. Et puis après, la fois d'après, ça sera 50. Et du coup, voilà, t'avances comme ça et ça te donne une certaine motivation, en fait. Ouais. Tu as été inspiré, du coup, ça t'a encouragé à te surpasser finalement. C'est ça. Et puis le but, pour moi, était de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Donc, on m'a proposé un jour de faire un triathlon. Je dis, vas-y, j'y vais. Alors, j'étais pas entraîné, j'y suis allé 2 semaines après. On m'a prêté un vélo. J'avais jamais nagé vraiment. Et voilà, j'y suis allé, j'ai fait mon triathlon. Vu que le champ du sport s'ouvrait à moi, je voulais pas me freiner. Tout ce que je pouvais faire était un nouveau truc à mettre sur ma checklist, en fait. Chaque fois, je renonce pas devant un petit défi ou sans quelque chose comme ça. Sans jamais trop reculer finalement. Parce que quand tu disais j'ai couru la première fois, j'ai stoppé, c'était trop dur. Là, une fois que tu avais pris en fait, tu as une sorte rythme. Ouais, c'est ça. Tu prends un rythme et tu as une sorte, pas d'adrénaline, mais pas loin. Parce que quand tu as l'adrénaline au moment où tu fais ta course, mais quand tu rentres chez toi, cette satisfaction en fait que tu as, elle te pousse à en faire une autre et de regarder ton calendrier et voir quand est-ce que tu peux en faire une autre. Moi, je parle de course parce que aller m'entraîner, ça m'ennuie en fait. Donc, et puis tu as un certain confort de savoir où tu vas courir et que tu as des ravitaux qui sont déjà organisés. Je suis quelqu'un de pas du tout organisé, donc s'il faut faire un marathon, je vais pas aller le faire moi seul de mon côté. Je vais m'inscrire à une course, je vais payer
pour être sûr qu'il y ait des Quelqu'un ravitaux. me ramène de l'eau. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Ok, ça. ok. Déjà, de la satisfaction d'avoir fait une course et de se dire, ben voilà, on l'a faite, on a participé. Et le fait de payer aussi, c'est bête, mais tu payes, ben, le dimanche matin, tu vas te lever parce que tu as dépensé 15 ou 10 euros dans ta course, tu vas te lever en fait. Comme quand tu fais des courses, tu as quelque chose dans le placard, quand tu l'as acheté, ben, tu vas dire, on va le manger, quoi. Ouais. On va pas le gaspiller. C'est Mais là, vrai. c'est pareil. La consommation. Ouais. Et sur le rééquilibrage alimentaire que tu as fait, est-ce que ça t'a apporté autre chose que la perte de poids finalement ? Je te demande parce que moi je sais que récemment j'ai commencé à faire attention à ce que je mange et ça me fait beaucoup de bien pour mes douleurs chroniques et rien. Enfin, c'est pas, je le fais pas pour une question de poids, je le fais pour plein d'autres choses et ça a révolutionné ma vie et je me dis mais pourquoi j'ai pas fait attention plus tôt ? Pourquoi on nous en parle pas de l'impact de l'alimentation sur le quotidien ? Ben, moi, clairement, non. Ça, c'était vraiment que le poids ouais, qui que le poids. J'ai pas. En fait, comme je te disais que j'avais pas fait attention à d'autres problèmes qui pouvaient être liés à ça. Certainement que ça en a réglé, mais je l'ai pas constaté moi. Et puis même maintenant, j'essaie de faire mieux, de manger mieux, moins de plats cuisinés, moins de sucre. Et en fait, au final, ben, t'en as que des bienfaits, mais moi je les ressens pas encore. C'est juste sur le papier, je suis content de le faire parce que je sais que c'est mieux. On doit être des exemples aussi pour ceux qui sont derrière. Donc si moi au quotidien je mange mal, je donne une mauvaise habitude à mon fils et puis pareil, après voilà, ça va aller sur tout le monde. Ouais, mais ça a pas mal joué aussi, du coup, je crois, l'exemple, le fait de vouloir montrer l'exemple à, oui, exact. à ton fils. Oui, bien sûr. Mais comme je te disais que tout s'est goupillé finalement en même moment, mon fils il avait 3-4 ans et clairement courir après le vélo c'était pas facile. Pour pouvoir pallier ça, il fallait se mettre en action et faire quelque chose pour pouvoir... mais je me voyais pas ne pas pouvoir faire du vélo, ne pas pouvoir faire du foot avec lui parce que papa était en surpoids. Donc oui, dans tout ça, ça a aidé. Donc ça a été un curseur supplémentaire pour arriver à mes fins, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as instauré peut-être avec lui des petites règles d'alimentation ? Est-ce qu'il a quand même droit au burger et aux pizzas, ce jeune ? Oui, il a le droit. C'est vrai qu'en ce moment... Il me fait non de la tête, parce que j'ai le visu sur l'enfant. Ah, ouais. Il aurait dû aller dans sa chambre, alors. Si, il a le droit. On se fait quand même quelques... En fait, tu peux pas... faire un régime alimentaire en étant trop strict non plus. Et un burger en soi, c'est pas hyper mauvais, hein. Le pire dans le burger, c'est peut-être le gras des frites à côté si tu en mets et la tonne de sauce que tu rajoutes. Mais en soi, de la salade, une tomate dans le burger, un morceau de pain et de la viande hachée avec du fromage en quantité raisonnable, un burger c'est bon, quoi. Il n'y a aucun problème. Oui. Ça dépend le burger finalement. Ça dépend le burger, oui, c'est sûr. C'est plus une question de burger. Mais d'ailleurs, je voulais te poser la question sur l'alimentation. Est-ce qu'elle peut quand même être un plaisir, même quand on fait attention, ou est-ce qu'aussi, parce que tu as dû faire tous ces efforts, tu penses en boucle à ça quand tu dois cuisiner, il y a toujours cette épée de Damoclès de attention. Justement, ta question est bonne parce que finalement, l'aspect du plaisir, il est encore plus présent, je trouve. Parce que quand tu fais attention toute la journée, le soir, tu as envie de te mettre à table et tu prends plaisir à manger. Et si tu trouves que tu n'en as pas beaucoup dans l'assiette, tu vas prendre ton temps, tu vas mieux mâcher, tu vas plus savourer ce que tu manges. Et d'autant plus quand tu fais le repas cheat meal dans la semaine, finalement, tu le savoures. Mais moi, par exemple, j'ai perdu mes 20 kilos et tous les soirs, avec mon café, mon réconfort, c'était d'avoir un carré de chocolat. 1 ou 2 carrés de chocolat, voilà, c'était mon réconfort. Donc j'attendais toute ma journée et le soir, j'avais ma récompense, j'étais content. T'as je me suis pas privé de ça. Boule de pression où tu te dis... Non, je l'ai pas eu. Non, surtout pas. Non. Ou bien d'avoir justement ton cheat meal et de te regretter immédiatement de ce que tu as fait. Non, parce que je pense que j'aurais pu l'avoir si j'avais pas un coup d'avance. J'ai l'impression d'avoir eu souvent un coup d'avance, c'est-à-dire que je fais mon sport et après j'ai la récompense et pas l'inverse. Et quand tu commences à avoir l'inverse, c'est un peu comme avec de l'argent, hein. Il vaut mieux avoir de l'argent et le dépenser plutôt qu'être endetté et aller travailler pour l'avoir, cet argent-là. Pour l'alimentation, c'est pareil. Il vaut mieux aller te dépenser et là, tu es content de toi, tu as dépensé un peu plus que la moyenne, tu peux te faire plaisir plutôt que allez, c'est bon, je le ferai demain, je vais me lever, je vais faire du sport. Non, demain, autant tu vas pas te lever. Demain, tu te lèveras pas, tu vas voir un truc, tu vas pas pouvoir faire ta séance de sport, donc fais ta séance de sport et après la récompense. Et quand on le fait dans ce sens-là... Donc dans ton fonctionnement, ça marche puisque tu le fais dans le bon ordre. Ouais, c'est ça. Et pour le sport, est-ce que c'est pareil ? Est-ce que tu arrives quand même à prendre plaisir à faire du sport ? Je dis ça parce que pour moi, c'est encore très très dur de trouver du plaisir dans le sport. Donc, est-ce que vraiment tu le fais parce que tu te dis, c'est une question d'hygiène de vie ou tu kiffes vraiment
On va dire qu'au quotidien, ça va être plus, oui, comme ça, là, en te disant, oui, il faut y aller, donc fais ta séance de sport, il faut un peu... C'est pas de se dire, il faut brûler des calories, c'est que ton corps, il a un métabolisme, et si tu veux pouvoir manger un peu plus, ben, il te faut accélérer ce métabolisme. J'aime bien les métaphores, donc je fais souvent, tu vas Ok, voir... moi j'adore ça, Voilà. vas-y. On Imagine note. que tu es ton réservoir plein de ta voiture et que tu aies en plus 20 litres d'essence dans le coffre. Si tu veux ne plus avoir cette réserve dans le coffre, il faut que soit tu accélères, soit que tu roules plus longtemps avant de passer à la pompe. Ben là, c'est pareil. Si tu vas pas, te dépenses pas, tu ne pourras jamais, si tu ne jamais ta voiture, tu vas pas pouvoir utiliser ces 20 litres. Tu auras toujours ta réserve et tu vas jamais la cramer. Donc là, c'est pareil. Si tu vas... si tu veux pouvoir Non, mais ok, j'essaye il y a tout un schéma mental non, dans mon cerveau. je me suis pour embourbé avec ma voiture là. T'as vu, il y avait un peu de boue. suivre. Je me dis, bon, est-ce qu'elle roule? Elle roule, elle roule. Mais avec voilà, avec le sport, c'est pareil. Si tu veux pouvoir manger un peu plus, mais c'est pas grand chose. Hein. C'est même jusqu'au moment où tu es équilibré. Mais en ce moment, je fais pas vraiment attention aux quantités. Je sais que voilà, je me suis dépensé dans la journée entre le travail et le sport à côté. Je peux manger quasiment ce que je veux. Ouais, mais Voilà. c'est trouver la motivation. Des fois, tu te lèves, tu te dis pas, allez, je vais rester dans le lit. Ah ben oui, J'y si. arrive pas aujourd'hui. Bien sûr, mais dans ce cas-là, quand je descends les escaliers, ben je vais pas taper dans le placard. Et donc l'un va avec l'autre. Mm. Voilà. Tu compenses en fait. Ouais, c'est ça. Donc finalement, une fois que je suis debout et que le placard me dit non, ben, je vais faire un peu de sport et après, et après tu peux l'ouvrir le Voilà. placard. En fait, toi, tu as carrément un système de placard qui ne s'ouvre que si la salle de sport s'est ouverte. Ouais, avant. voilà, c'est ça. Ok, ça, c'est très malin ça. Ok, à retenir. C'est quoi la prochaine étape pour toi? La prochaine étape, Oui. la suite de ça, et l'étape pour moi, la finale, c'est de me faire opérer. Tu sais, tout à l'heure, Oui. je t'ai parlé d'un bourrelet qui était encore là. Il est toujours là, ce bourrelet. Ouais, tu sais, j'ai une Malgré, sacoche. Il me reste à me faire tatouer Lacoste sur le côté. Là. Oui, non, et j'ai ma parce que banane. c'est vrai que tu es en face de moi, t'es mince et tout, mais c'est sûr que on voit pas forcément ce qu'il y a sous le t-shirt et donc tu as quand même gardé Ouais. les... Ah oui, tu as de la peau qui Les est traces comme, de la- comme une femme enceinte, hein, au Ouais. final. Hein. Il y en a pour lesquels ça se passe bien et qu'elles retrouvent leur corps d'avant. Moi, clairement, j'ai pas retrouvé T'as pas mon retrouvé corps ton d'avant. corps, Et mon corps d'avant, il est de quand j'avais 18 ans. Quoi. ouais. Et c'est quelque chose qui te complexe? Un petit peu quand même. Mais en fait, c'est que j'ai l'impression de pas me voir comme je suis maintenant. Ça m'est arrivé, ma compagne d'aujourd'hui me dit que je suis trop mince des fois. Et c'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça, tu vois. Donc, Ouais. ça Ça te surprend et ça te oui, fait- ça me te fait- surprend. Ouais. Ça te procure quoi comme émotion? Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on me parle à moi. Parce que c'est la première fois qu'on me le dit. Et du coup, moi, je me vois pas comme ça dans un miroir. La tablette de chocolat, j'ai toujours eu emballée. Ou alors, si elle est là, elle est devant moi, je peux la manger. C'est marrant ce que tu dis parce que moi j'ai lu sur la dysmorphophobie qui est en fait c'est une préoccupation qui concerne les défauts perçus de l'apparence physique qui sont apparents et qui apparaissent légers aux autres personnes. Donc c'est tout l'inverse. C'est-à-dire la personne elle va te dire bah non t'es pas gros, bah non t'es pas mince. Et toi tu te vois d'une manière et Ah oui. et t'es resté. Mais ça m'arrive encore de commander des habits, mais trop grands. Ouais. Parce que je me vois pas mettre telle taille. Et quand ça arrive, c'est bien trop grand. C'est Ou comme si d'aller- tu avais mis pause sur ton corps d'avant en fait. Ouais, ou de pas avoir accepté, ou de simplement peut-être pas voir dans le miroir que j'ai perdu autant. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai perdu 50 kilos. Mais moi, j'ai ma brioche quand je regarde en bas. J'ai ma brioche, tu vois. Ouais. Comme tu disais, qu'elle Ah qu'elle ouais. fasse 5 cm ou C'est ça, ouais, t'as de la peau- 15, c'est une T'as de la brioche. peau distendue et je vois pas mes abdos, je vois pas tout ça. En fait, je me suis pas encore accepté, je pense, en tant que... Alors, je vois bien que je suis pas obèse, Ouais, mais j'ai l'impression d'être en surpoids, encore. tu vois, à cause de cette Ouais. partie-là ça me dérange pas énormément. Mais je pense que ça doit être dur l'acceptation, mais la vraie question, c'est que. On va faire un épisode 2 de toute façon. Ouais. Spoiler alert pour l'après-opération, parce que c'est intéressant de suivre ton parcours. Mais c'est vrai que, est-ce que tu penses vraiment, dans le fond, qu'après l'opération, tu arriveras peut-être enfin à réaliser, ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui, dans ta tête, n'arrivera jamais parce que Je pense que ça peut m'aider maintenant te dire que si c'est sûr, on peut pas savoir. je peux pas savoir. Donc pour finir, merci beaucoup déjà pour ton témoignage. Est-ce que tu aurais quelques derniers mots pour nos auditeurs, un conseil peut-être par rapport à ton parcours? Écoute, c'est pas tellement sur les personnes qui sont obèses, mais c'est sur l'entourage, moi, où je pense que le curseur est beaucoup plus important. Quand on voit quelqu'un clairement en surpoids, essayer d'instaurer un petit dialogue et de voir, c'est pas de se dire, mettre autour de la table, dire alors t'es en surpoids, comment pas faire. Non, c'est
déjà, si la question est posée par cette personne, de pas mentir en fait. Clairement, tu fais 120 kilos, tu fais plus. C'est bien de s'accepter. Je me suis accepté pendant longtemps. Mais c'est pas pour autant que je suis pas dans le curseur maladie de l'obésité. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup aussi de body positivisme. Oui. Donc à l'inverse, mais accepte tes rondeurs. Il y a des femmes vraiment très rondes et très belles. Et je suis entièrement d'accord avec ce principe-là. Mais je pense que la nuance, elle est du fait que si tu t'acceptes comme tu es, que tu te sens bien dans ton corps et que tu n'as pas de problème de santé, là, ce n'est pas un problème. Et si c'est pas le cas, ça en devient. Ah oui, mais je pense que tu as complètement raison de le dire. Parce que moi, je trouve que c'est encore plus dangereux de s'accepter et de le dire à haute voix. C'est bien d'un côté de s'accepter. Maintenant, de mettre l'obésité dans la normalité, je trouve que c'est compliqué dans la société. Ça veut dire que si j'étais resté obèse, que j'ai encore parlé pour moi, pas parler sur les autres, il y en a qui sont dans cette maladie-là, l'obésité, qui sont arrivés par divers curseurs. C'est pas, des fois, c'est des maladies. C'est pas aussi simple pour tout le monde. Mon cas peut paraître très simple. Bien sûr. Mais c'est pas aussi simple pour tout le monde. Des fois, il y a des problèmes hormonaux, il y a plein de choses. Mais maintenant, s'accepter et ne pas aller dans les détails. Au bout d'un moment, il faut être réaliste aussi. Et quand on essaie d'accepter, de normaliser ça, c'est compliqué pour l'exemple qu'on donne aux jeunes en fait. Une fois que tu es tombé dedans, pour certaines personnes, c'est hyper compliqué d'en sortir parce que tu as des routines qui sont... pour certains, compliqué. Et puis quand tu peux plus bouger, quand tu as des articulations qui sont... Maintenant, ça m'arrive au travail de porter des décharges qui sont de 50 kilos. Quand je les porte, je me dis, waouh, j'ai perdu ça. Donc des personnes qui sont encore en surpoids, tu as beau avoir des muscles, parce que ton corps, il se muscle un peu plus, tes articulations et tout le reste, tu prends cher. Donc c'est bien de s'accepter, le normaliser, je trouve que c'est hyper dangereux. Ouais, il y a de la nuance. Un peu comme ce qu'on disait en début de conversation, il y a aussi le surpoids, il y a l'obésité. Tu parlais de l'obésité, tu dis c'est une maladie. Enfin, je veux dire, là, on tombe dans vraiment un autre domaine qui peut mettre à mal et être un danger pour la personne aussi. Oui. Il y a une influenceuse sur TikTok, on voit beaucoup, là, une lyonnaise qui, je ne sais plus son prénom, mais je trouve ça hyper dangereux. Elle mange des quantités et c'est bien qu'elle s'accepte, mais je trouve que en termes d'exemple, c'est pas... Alors, il faut pas la juger dans le sens où elle fait ce qu'elle veut. Clairement, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Si une personne a envie de boire de l'alcool toute la journée, elle le fait. Mais on a le droit de lui dire que c'est pas dans la normalité, et c'est pas ce qu'on veut pour les voisins, pour les... Voilà, pour nos enfants et l'entourage. Oui, tout à fait. C'est un sujet délicat parce que c'est vrai qu'il y a ce côté... On a envie d'être solidaire, que les personnes en surpoids, déjà, il faut pas... les stigmatiser, les harceler, parler mal d'elles. Et comme tu dis, il y a diverses raisons pour arriver en surpoids et pas que des problèmes d'alimentation ou bien parfois qui viennent de situations de dépression, etc. Il y a tellement de facteurs qui peuvent être aggravants là-dessus. On ne peut pas juger. Mais comme tu dis, il y a quand même une nuance entre pas juger, soutenir les gens, être solidaire et à côté éviter peut-être d'en faire un exemple ou une manière d'être et d'essayer de convaincre aussi la jeunesse que c'est important de faire du sport, de bien manger pour leur santé. Bien sûr. En fait, de montrer la gravité du sucre, par exemple, sur notre corps au quotidien, la dépendance que ça crée, c'est une sorte de drogue. Mais Donc quand mais je peux toujours pas m'en passer. Oui, mais elle est tellement douce cette drogue que finalement elle t'apporte tellement de plaisir que c'est compliqué de t'en sortir. Finalement, si vraiment on montre pas les méfaits de ça au plus jeune âge, à la fin tu l'as accepté, c'est dans ta truc, on prend du sucre, du sucre et du sucre. On manque de prévention sur l'alimentation. Et peut-être aussi, parce que là on le voit beaucoup plus sur les communes et sur le local, mais maintenant ils essayent peut-être un petit peu plus de faire venir des produits locaux, bio. Oui, dans les écoles, c'est déjà... Dans les écoles, ça commence un peu à bouger et c'est important. Oui, je pense que dans les cantines, dans les écoles, ils essaient de développer un truc vraiment mieux que ce que l'on a connu peut-être toi et moi. Moi j'ai connu des frites. C'était il y a longtemps, J'ai adoré. Et oui, mais bon, voilà. C'était il y a longtemps. Petit tac, tout à fait. Mais écoute, moi je pourrais en parler pendant des heures, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est si vous êtes le proche d'une personne en surpoids ou en obésité, n'hésitez pas de manière bienveillante peut-être à l'orienter vers une meilleure alimentation et du sport. Peut-être l'accompagner aussi. Oui, mais l'accompagner et puis d'en parler, parce que l'alimentation, des fois, ça vient de, comme tu disais, ça peut finalement venir d'une dépression.
Le seul plaisir qu'elle a, cette personne, c'est quand elle est seule chez elle, qu'il n'y a plus personne autour qui la juge et que c'est compliqué au travail d'arriver chez elle. Elle rentre et ben voilà, on tape sur du chocolat, du sucre ou des frites, quoi, tu vois. Oui, mais donc si des fois, c'est le seul réconfort, il faut travailler le cœur du problème. Exactement. Avant. Essayer de trouver pourquoi cette personne-là se réfugie dans la bouffe avant de lui enlever la bouffe. Parce Bien que sûr. voilà. Et je dis la bouffe parce que du coup, c'est la malbouffe. Oui. Voilà. Oui. Mais pour autant, ça peut être quelque chose de réconfortant pour la personne que tu peux pas lui enlever. Parce que si tu lui enlèves son seul plaisir, ça va pas fonctionner. Mais non, bien sûr. Et puis les gens le feront pas instinctivement aussi. Ils sont conscients que si ça lui procure du plaisir, qu'elle est pas bien, en tant qu'entourage, on n'a pas envie d'intervenir là-dessus. Mais c'est ça. Mais effectivement, peut-être que ça prend plus de temps, peut-être qu'il y a d'autres choses à travailler en amont. Mais peut-être qu'à chaque fois, essayer plutôt de voir le cœur du problème. C'est ça. Et aussi, peut-être pas forcer non plus. C'est-à-dire que, regarde, imagine, je sais pas, je me mets dans la place de quelqu'un qu'on essaie de convaincre de faire du sport et de mieux manger et qui peut dire, bah oui, je suis au courant, mais j'y arrive pas, quoi. C'est plus fort que moi. C'est de se dire comment je fais pour accompagner cette personne, quels outils je peux lui donner. Est-ce que je peux trouver des aliments et piéger des trucs un peu trompe-l'œil pour donner l'impression du plaisir et en fait non. Est-ce que je peux, pour le sport, faire plutôt des activités ludiques où on va se marrer mais qui vont quand même être un petit peu sportives. Bien sûr. Ça peut être par exemple, plutôt que de discuter autour d'une table, on va marcher en discutant, tu vois. Ça peut être déjà les premiers aspects de la nouvelle forme de motivation ou je sais pas, voilà, tu vas... Ça peut être petit pas à pas, on n'est pas obligé de faire un Irox ou un marathon mais demain. Surtout pas, il faut surtout pas, sinon tu vas t'en dégoûter. De nos jours, tu as l'impression, tu ouvres les réseaux sociaux, tu te dis, si je dois me mettre au sport, waouh. Oui. Alors qu'on peut faire des petits pas, petites étapes, on peut commencer par marcher, on peut faire de la pétanque tranquille à la maison. Exactement. mais justement, c'est vrai que c'est compliqué pour une personne qui est en surpoids d'aller dans une salle de sport aussi. Autour d'elle, il y a souvent des personnes qui sont là, mais elles n'ont peut-être pas, comme moi, toujours été comme ça. Donc elles sont peut-être, il faut se dire aussi, allez-y, et tu vas peut-être rencontrer là-bas des personnes qui ont, comme moi, changé, vont pouvoir t'aider et vont pas te juger, en fait. Tu vois ? C'est vrai qu'il y a peut-être un problème de représentativité aussi. Oui. C'est vrai que dans les salles de sport, tu verras peut-être pas forcément les personnes en surpoids, et donc si toi t'arrives en tant que seule personne de la salle, tu peux te sentir jugé pas à l'aise, et donc de fait t'y vas pas, et si aucune n'y va, il n'y a pas de représentativité. Donc c'est vrai que ça c'est un truc que aussi peut-être que les salles pourraient travailler, ne serait-ce que sur leur système de communication, sur leurs affiches où on voit que des gens super cuss, etc. Bien sûr. Alors ok, c'est l'objectif, mais est-ce qu'on peut montrer que tout le monde est le bienvenu? Moi j'ai trouvé que justement, tu vois, je suis passé par le CrossFit et des salles qui ont le nom CrossFit ou autre, c'est pas très important, mais de personnes qui font de ce fitness-là, on va dire, de cette activité-là. Et là, je trouve que c'est hyper nuancé. Tu vas avoir des personnes super minces, des personnes super bodybuildées parce qu'elles font beaucoup d'haltéro, et tu en as d'autres qui vont être plus taillées running. Tout le monde se mélange, mais en fait, tu peux te sentir plus représenté, je trouve, dans cette communauté-là. Et c'est une communauté hyper bienveillante. Moi, j'ai trouvé énormément de bienveillance. J'ai, comme je te disais, perdu 20 kilos avec la reprise alimentaire, une réorganisation, et 20 kilos supplémentaires peut-être en 8 mois, en faisant 2 séances de CrossFit par semaine seulement. C'est intéressant parce que quand j'entends CrossFit, j'imagine des gens qui sautent des trucs très hauts et qui portent des trucs très lourds. Du coup, ça fait un peu peur aussi. Malheureusement, quand sur les réseaux, tu démarres de zéro. Alors malheureusement sur les réseaux, souvent on montre les meilleurs. C'est comme dans le foot, tu vas avoir des équipes de Ligue 1, mais tous les dimanches dans ton village, c'est pas des gens aussi. Voilà, c'est pas des gens aussi fins qui courent. Tu vois, tu peux te retrouver. Les croisés, tu connais. Les croisés, il y en a beaucoup qui ont croisé Mbappé, mais ils n'ont pas plu. Mais non, mais effectivement, les réseaux mettent en image le meilleur, on va dire, ou les plus esthétiques pour montrer une image et essayer de valoriser. Mais je trouve que dans les salles de CrossFit, si vraiment tu pousses et que tu y vas à un créneau horaire, il ne faut pas y aller à 19h30. Souvent, ces heures-là, c'est les heures où il y a... les plus fréquentés, donc forcément les gens finissent de travailler, donc tu as plus de chances de trouver les pros, les forts. Voilà, tu vas en croiser. Mais dans la journée, tu peux en trouver et des personnes comme toi, comme moi, des personnes obèses, des personnes de 70 ans. Qu'est-ce que tu veux dire par comme toi? Et après dire 70 ans? Non, il n'y avait pas de lien. Ressenti 70. Non, mais en tout cas, voilà, il y a tout âge et je pense qu'il faut essayer de trouver un sport et surtout une communauté bienveillante. Ouais, c'est important en fait d'être entouré et de savoir que ça existe peut-être, mais tu sais que c'est des choses à réfléchir ça, mais peut-être ouvrir une communauté dans laquelle on communique spécifiquement que les personnes un peu en surpoids sont les bienvenues, qu'il y en a déjà, et faire un truc un peu mixte, mais
Mais tu vois, le monter ces choses-là, parce que les gens d'elles-mêmes, souvent, quand elles sont toutes seules, c'est dur d'aller en trouver une de communauté où on a des gens qui nous ressemblent. Aussi. Oui, mais c'est sûr. Oui, tu as complètement vois. raison. Ouais. Allez, on va y réfléchir ensemble. Allez. Dès qu'on met off, on va voir ce qu'on peut faire. Ça va. Merci encore. Merci à toi. On continue ça en off. Ouais. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté ces témoignages. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et recommander. Si vous souhaitez proposer un sujet ou témoigner d'un sujet que vous estimez sous-coté, contactez-moi sur le blog, Instagram ou sur etnoualorspodcast@gmail.com. Je compte sur vos encouragements. À bientôt. À la prochaine.